Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 mai. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Avec un petit peu de retard que nous pardonnons à Patrick Roger ce matin. Nous sommes là pour débattre et commenter l'actualité avec Pascal Bataille. Bonjour Pascal, animateur, producteur, chef d'entreprise. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour à vous. Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Bonjour Jean-Claude. Et Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Vous êtes spécialiste en communication politique. Bonjour. Vous avez entendu peut-être Yael Braun-Pivet évoquer l'article 40 de l'Assemblée nationale. Elle renvoie Éric Coquerel à sa responsabilité et elle dit qu'elle-même prendra les siennes. Donc on pourra en débattre. Je voudrais qu'on parle du RSA, une fraude gigantesque et incontrôlée. Visiblement, c'est impossible pour le gouvernement de savoir le nombre de fraudeurs. On va parler d'immigration, les Français d'accord avec LR. Emmanuel Macron qui alerte sur le risque de décivilisation. Beaucoup de sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, Jean-Claude. Un hommage. Un coup de cœur, oui, qui est un hommage, on ne pleure pas. Tina Turner nous a quittés et c'était surtout le symbole d'une femme qui cultivait à la fois la résilience, le courage, une femme qui a beaucoup souffert, battue, violée à plusieurs reprises par plusieurs maris, 2 enfants qui sont décédés, bref, une vie de souffrance et aussi une vie de gloire et avec beaucoup une musicalité qui était très forte, qui dépassait un petit peu ce qu'elle pouvait ressentir et le vécu qui était le sien. Donc voilà, on ne pleure pas dans ces circonstances et on dit chapeau l'artiste. Voilà, bon vent à Tina et qu'elle repose tranquillement là où elle sera. Ouais. Vous aviez dans vos playlists des chansons de Tina Turner? Il y en avait plusieurs. Il y a très récemment, j'étais à Saint-Louis et c'est vrai que je pensais à elle parce que c'est là où elle a débuté et donc si il y a des choses qui We Don't Need a Hero, Another Hero était l'un de mes préférés. C'est pour ça qu'on vous le passe. Une réaction les uns et les autres. Donc Nicolas, je vous sens pas. Si, moi je suis admiratif de l'artiste. Mais je suis admiratif du parcours de l'artiste et puis du parcours de la femme. Je crois qu'elle a et d'ailleurs qui a aussi, il faut le dire, est une des premières femmes publiques à avoir parlé aussi de ses souffrances et de ses violences conjugales. Et à l'époque, c'était pas du tout dans la culture. Et puis c'est aussi un symbole des années 80. Et c'est vrai que les années 80, peu à peu, sont en train de s'éteindre. Comme des années 80. Et nous pouvons être un peu nostalgiques. Voilà. Pascal. Rien de plus à dire. C'est une grande dame qui nous quitte malheureusement. Geneviève. Pareil, pas la même chose. Voilà, hommage relativement unanime qu'on aime. Voilà, où passe sa musique, sa chanson. C'était une personnalité hors du commun. Nicolas, on reste avec vous dans la culture. C'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur pour un documentaire qui passe actuellement sur la plateforme Disney+, qui est un documentaire qui s'appelle Conversation avec le pape. Qui vient de sortir et qui est un documentaire que j'ai trouvé assez qu'on aime ou pas le pape, qu'on soit croyant ou pas, catholique ou pas, mais c'est très intéressant. C'est un peu mise en scène, mais on voit le pape, alors très diminué physiquement, le pape François, rencontrer une dizaine de jeunes, 10 jeunes, qui sont tous hispanophones, mais qui viennent vraiment des 4 coins du monde, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Afrique, qui ont en commun leur jeunesse, c'est-à-dire à peine 20 ans, 21 ans, qui sont croyants, pas croyants, athées, contre l'Église, pour l'Église, et qui vont pendant plus d'1 heure et demie dialoguer de manière très libre avec le pape François, sans aucune frontière. Manifestement, l'entretien n'a pas été préparé, et le pape François se retrouve face à un débat, par exemple, entre 2 jeunes femmes sur l'avortement, l'une qui est plutôt pour, l'autre qui est plutôt contre, et le pape qui n'arbitre pas, mais qui dit exactement ce qu'il en pense. Une séquence très très forte sur les abus, puisqu'un des jeunes révèle qu'il a été abusé, et surtout met le pape devant les contradictions de son administration par rapport au règlement de ces litiges et de ces conflits. Bref, c'est un moment un peu en apesanteur où on découvre une personnalité très forte. On dit que c'est quelqu'un de très autoritaire, mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui peut vraiment aborder le dialogue.
Et on voit surtout aussi une jeunesse hispanophone que moi j'avais pas culturellement et qui est très intéressante aussi dans sa diversité. On parle beaucoup de la francophonie, mais l'hispanophonie c'est quelque chose qui existe aussi. Et donc oui, c'est un moment très intéressant. Vraiment, j'incite tout le monde à le regarder et à en profiter. En étant abonné à Disney+, voilà. Hier, Netflix donc a dit la plateforme Netflix, il n'y aurait plus de possibilité de partager les comptes hors du foyer. Et visiblement, ils ont du mal à déterminer le nombre de personnes hors foyer et tout. Donc visiblement, ça va mettre un petit peu de temps. À déterminer ce qu'est un foyer ou ce qu'est une famille. C'est l'adresse IP en fait. C'est l'adresse de votre, c'est l'adresse d'où vous émettez entre guillemets. On va passer avec vous, Geneviève, avec un coup de gueule. Effectivement, je pense qu'il faut en reparler. C'est sur Mayotte. Donc l'opération Wambushu a redémarré là, en début de semaine. Donc c'est une opération qui vise effectivement à expulser, à raser un certain nombre de logements insalubres. Moi, je suis choquée par le sort qu'on réserve, que la République réserve à Mayotte. En fait. Mayotte s'est battue, elle a eu des élus, cette île s'est battue pour cet archipel. Il y a eu des élus, Henri Jean-Baptiste, Marcel Henry, qui se sont battus pour la départementalisation. Par 2 fois, les Mahorais ont affirmé leur envie de rester français. Bon, c'est très bien. Ils sont aujourd'hui département et région d'outre-mer. Mais c'est en même temps un archipel sans investissement de l'Hexagone, un archipel littéralement laissé à l'abandon avec une situation d'insécurité, d'immigration clandestine, une revendication territoriale des Comores qui demeure. Et en fait, moi je pense que la République n'assume pas son rôle et n'assume pas sa responsabilité envers Mayotte et que ce n'est pas normal. On peut considérer ce que nous avons encore comme territoire ou Drôme comme des instruments d'influence de la France partout dans le monde, sur tous les océans. C'est ce que la République dit régulièrement. Mais il faut aussi se soucier des populations qui y vivent, surtout quand celles-ci, comme les Mahorais, ont affirmé et affirment encore leur envie de rester dans la République. Un coup de cœur pour Estelle Youssoufa, qui est la députée de Mayotte et qui se bat et qui est là sur le terrain et qui vient en France aussi pour alerter et pour raconter ce qui se passe là-bas. Je vous arrête sur le en France aussi, parce que Mayotte, c'est la France. Oui, c'est la France. Valérie le sait bien, elle a vécu outre-mer, elle le sait bien. En métropole, c'est ce que je vole au secours de Valérie. Mais c'est vrai que ce qui se passe à Mayotte est intolérable. Absolument. Moi, j'ai bien connu Henri Jean-Baptiste, c'est l'époque où il se battait pour la départementalisation. C'est vrai que se pose, et vous aviez la présidente de l'Assemblée nationale qui a été très rapidement ministre des Outre-mer. C'est vrai qu'on n'imagine pas à quel point en Mayotte en particulier, mais dans les Outre-mer d'une manière générale, il y a un déficit de fait des politiques publiques, là où il faudrait autour de quelques sujets prendre les choses différemment. Et là, on accuse un retard qui n'est pas acceptable pour l'unité nationale. Absolument. Oui, c'est très important de dire ça, parce qu'effectivement, la situation de Mayotte est la plus critique et celle qui a de plus de quoi susciter l'indignation, comme le disait Geneviève, d'avoir laissé cette situation s'enquister à ce point-là. Mais quand on regarde la situation dans la plupart des départements et territoires d'outre-mer aujourd'hui, on voit une désaffection de l'État, globalement. On voit une perte de pouvoir et de présence de la République, et je vais même étendre ça à un territoire tout proche de nous qui est la Corse aujourd'hui, où l'État français en Corse n'est plus vivace, n'est plus vraiment n'a plus vraiment vigueur, n'est plus vraiment en vigueur. On est en train de laisser tous ces territoires à l'abandon, et c'est tragique. Territoire français, et là pour le coup, on oublie ça. La criminalité à armes blanches à Fort-de-France est 2 à 3 fois plus forte qu'à Marseille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 2 à 3 fois plus forte. Donc c'est un vrai sujet. Comment le problème de la drogue est un sujet sur le plan national, et on sait très bien d'où vient cette drogue. Je ne comprends pas, et vous savez que j'ai eu l'occasion de le dire sur votre plateau, que dans un pays où on sait aller faire la guerre au Mali, etc., et c'est très bien, je soutiens, comment nous n'arrivons pas à maintenir, assurer l'ordre républicain dans nos territoires. Bien sûr. Bah, oui. Et quand on voit l'état de Saint-Martin, qui est toujours quasiment aussi dévasté, c'est 6 ans maintenant après le cyclone. Aussi. On y revient dans un instant avec vous. On commente l'actualité sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. On continue notre tour de table. Vous voulez dire un mot ou pas sur Mayotte? Non, bon, on va avancer. Pascal, vous, c'est un coup de gueule. Moi, je voulais donner une très mauvaise note en maths à notre président de la République qui nous a posé l'équation une infirmière assassinée vaut moins que 3 policiers tués dans un accident de la route. Je trouve que cette arithmétique droitiste est assez catastrophique. Alors, on a déjà Darmanin qui affrète des avions gouvernementaux dès qu'un policier a un panari. Mais là, je trouve qu'on est dans un signal très mauvais. Alors, évidemment que je m'associe à la douleur des familles et évidemment que je trouve très regrettable que 3 policiers aient trouvé la mort dans l'exercice de leur fonction, mais enfin c'est un accident. D'accord. À côté, on a une infirmière qui est assassinée, elle. On fait, comme d'habitude chez Emmanuel Macron, de l'amalgame à tout va. On fait de l'électoralisme à la petite semaine en allant pêcher sur les terres du Rassemblement national et des Républicains en allant flatter effectivement le corps policier. Pardon, ce sont 3 policiers qui ont très tragiquement trouvé la mort dans un accident de la route. Est-ce que c'est normal qu'un président de la République se déplace pour ça? Et est-ce que c'est normal qu'on ne le fasse pas pour une infirmière qui a été assassinée alors qu'on sait la détresse dans laquelle est le corps soignant et le corps médical français aujourd'hui? Voilà, oui. je trouve que c'est encore une fois cette politique irréfléchie et ces décisions à l'emporte-pièce très bêtement électoralistes de Macron, et c'est des très mauvais signaux qui sont envoyés, je trouve. Oui. Non, je vais vous dire. Alors, moi, j'aborde le sujet de manière différente parce que finalement, tout cela, la polémique ne nous mènera pas très loin. On aura encore des morts de cette nature, que ce soit du côté policier, il y aura encore des accidents, et que ce soit du côté des infirmières. En réalité, pour la question de l'infirmière malheureusement décédée, me disait un professeur, le professeur Baudon Bruzel, c'est un siècle de médecine psychiatrique qui a pris du retard en France. Bien sûr. Donc c'est ça le vrai sujet. Alors aujourd'hui, et c'est dramatique, cette gamine, on est assez âgé pour dire, cette gamine de 38 ans qui meurt au travail, c'est dramatique, c'est presque insupportable. Mais malheureusement, nous aurons d'autres situations de ce type si nous ne faisons pas ce qu'il faut. Un siècle de retard médical et... Pardonnez-moi, elle nous dit, on prend pas suffisamment la mesure de la situation. C'est cela. Bien sûr. Donc c'est ça le vrai sujet. Alors on peut faire dans l'émotion aujourd'hui, dans un sens ou dans un autre, mais bon, ça va satisfaire des gens qui se diront ah oui c'est bien ou pas, mais on fera la même chose dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 6 mois. Mais voilà. on l'a évoqué. Et on l'a déjà dit sur votre antenne. Et ça fait des années qu'on parle de la psychiatrie en France et des hôpitaux. Et j'ai dit moi que j'avais discuté hier avec un professeur, un chef de service à l'hôpital Bichat qui me disait on est dans le mur, on ne se rend pas compte aujourd'hui de ce qui se passe dans les hôpitaux et on a beau le répéter, visiblement il se passe pas grand chose. Mais la psychiatrie, moi je me souviens il y a 20 ans déjà de médecins urgentistes qui racontaient ramasser des gens déments, les amener dans un hôpital psychiatrique et qui on disait on n'a pas la place, on n'a pas de place, remettez-le dans la rue. Là je parle de donc ce sont des tueurs potentiels et pas de suivi non plus, pas de suivi psychiatrique. Cet homme ne prenait plus ses médicaments. On est d'accord sur la psychiatrie qui est totalement effectivement en déshérence, mais alors ce qui sont très grave, c'est que l'ensemble des services publics sont en déshérence. On est quand même dans un pays hyper développé, on est censé être là, je sais plus combienième, on baisse à chaque fois 7e, peut-être 7e puissance mondiale. On s'aperçoit que on a 4 fois par semaine des coupures d'eau à Mayotte, qu'il n'y a plus, vous disiez tout à l'heure, d'eau potable, que la criminalité est ceci, que notre école est en déshérence, que notre hôpital est en déshérence, qu'il y a des ruptures de stock de médicaments dans nos pharmacies, mais on est vraiment la 7e puissance mondiale. Que sont les autres derrière, franchement. Et à côté de ça, on a une dette. Effectivement, partout, il faudrait éponger, il faudrait venir au secours de l'hôpital, de la psychiatrie, de l'école, avec une dette publique abyssale. Mais en fait, on fait comment? Je ne sais pas. Mais il faut peut-être définir des priorités dans ce pays. Moi, je ne vais pas faire du pacifisme à outrance parce que c'est pas mon cas, mais on est en train de discuter effectivement de l'urgence psychiatrique et je rajouterai peut-être, je préciserai l'urgence psychiatrique aussi pour les jeunes. Il y a un vrai, tous les signaux sont tout rouges sur la psychiatrie, l'absence de suivi psychiatrique des jeunes. Il y a un plan à l'école, et notamment après le Covid, on a tous dit pendant le Covid qu'il y aurait des conséquences psychologiques et psychiatriques majeures. Manifestement, on n'en a pas tiré les conséquences logiques. Mais il y a des choix politiques qui sont faits.
Moi, je ne le discute pas, mais l'Assemblée nationale, en ce moment, est en train d'étudier la loi de programmation militaire de M. Lecornu, qui prévoit un budget exceptionnel de 413 milliards d'euros d'investissement sur les années à venir. C'est un choix qui est fait. Mais manifestement, on sait décider de mettre de l'argent dans certains services publics, parce que je considère que l'armée est un service public. Je ne discute pas ce choix, je dis simplement que par rapport aux sujets qu'on évoque très souvent sur ces plateaux, qui ne sont pas traités par la politique actuelle, d'autres politiques publiques le sont. Ce sont des choix qu'il faut assumer, que je pourrais partager, mais qu'il faut véritablement mettre sur la table. Oui, dans ce pays, on sait dégager de l'argent sur certaines urgences. Nicolas, chaque fois, à quel moment, quand il est presque déjà trop tard, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait la guerre entre l'Ukraine et la Russie pour qu'on se dise « Oh là là, si nous étions attaqués, oh là là, pour comment assurer notre sécurité ». Donc vous voyez, c'est là aussi, il faut que nous soyons... Une petite nuance. Parlons de l'armée 2 secondes. Il y a une loi de programmation militaire très importante votée sous le quinquennat de Jacques Chirac, qui a été une loi majeure qui a constitué l'armée de métier. On peut aussi se demander ce que ces corps d'État ont fait de l'argent public. Parce qu'à ce moment-là, on leur a donné beaucoup de moyens, on leur a permis de se réorganiser, on leur a permis de se projeter. Et les militaires savent faire du lobbying et savent revenir auprès des parlementaires et des pouvoirs publics pour obtenir des moyens. Moi, la question que je me pose, c'est 1, la volonté politique, et 2, la manière dont on contrôle l'usage des fonds publics. Parce que de l'argent, on en injecte dans ces services publics, et il serait temps peut-être aussi de mettre ceux qui sont à la tête de ces services publics, et je ne parle pas que des élus, face à certaines de leurs responsabilités sur la gestion des deniers publics. Mais là, vous pouvez lire ce matin, c'est dans le Figaro et un petit peu partout, le rapport de la Cour des comptes, où on est incapable de connaître le nombre de fraudeurs, que ce soit au RSA ou même des médecins qui fraudent à l'acte. Ils n'arrivent pas à avoir les chiffres, comme on ne connaît pas, je crois, le nombre de personnel à l'éducation nationale. Donc il y a quand même Oui, c'est là, effectivement. Nous ne pouvons pas, dans un pays où nous avons une administration, des fonctionnaires qui sont globalement bien formés, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes incapables de passer de la mesure à la mesure de la mesure qui est prise. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à évaluer. L'évaluation est quelque chose dont on a beaucoup de mal déjà à accepter. Et c'est vrai que culturellement, notre administration a eu du mal à accepter l'évaluation et on a du mal à mettre en place des systèmes de mesure. La Cour des comptes, le rapport devrait être un rapport qui soit plus pris en compte par le corps social, parce que tant que l'opinion publique ne s'en empare pas, le politique se dit c'est bon, on l'a lu, le président de la République reçoit le premier président de la Cour des comptes et puis après on passe à autre chose. Oui, il faudrait que les gens soient notés, évalués, éventuellement sanctionnés à tous les niveaux. Oui, absolument. Ça me permet peut-être de faire une transition avec cette annonce qui a été faite donc de l'interdiction des vols à moins de 2h30 de Paris. Ok, pourquoi pas, sauf qu'il faudrait que peut-être le train soit moins cher que l'avion. Il faudrait aussi que les TGV soient plus nombreux sur ces lignes-là. Je pense à Nantes, je pense à Bordeaux. Et puis, oui, que le train soit adapté maintenant, désormais, à ces fermetures. Enfin, cela dit, là, je viens de regarder, Paris-Nantes, ça existe toujours en avion. Normalement, je ne sais pas à partir de quand c'est censé s'interrompre, mais je regarde le prix d'un Paris-Marseille. Le prix d'un Paris-Marseille, si vous voulez partir demain, c'est 367 € l'aller. En TGV. Non, là je parle en avion. En avion, d'accord. Donc l'avion est cher. Le TGV, il n'y a plus de train en fait. Il n'y a plus de train. Si vous voulez partir demain à Marseille, à Bordeaux ou à Nantes, tous les trains sont complets. Et revenir lundi, c'est pas possible. C'est pas possible. Deux observations. La première, effectivement, la question de la disponibilité. Et n'oublions pas qu'il y a une obligation de continuité territoriale sur l'ensemble du pays. Donc, on ne peut pas se retrouver en situation, on ne devrait pas se retrouver en situation où il n'y a plus de place. J'ai fait l'expérience de devoir, à 48 heures, de devoir partir à Lyon. Pour une urgence, il n'y avait plus une seule place de train. Et vous ne pouvez pas embarquer dans le train en disant je vais m'asseoir quelque part, etc. Et c'est important ce que vous dites là, parce qu'il y a quelques années, on pouvait monter dans un train à condition d'avoir pris son billet, même si on n'avait pas de place, si on a accepté l'augure de rester debout. 2 heures au bar, ça ne me dérangeait pas. On m'a dit non, ça n'est pas possible. Et j'ai dû effectivement me rabattre sur une place d'avion. Le deuxième sujet, parce que c'est cela en réalité, c'est le problème de l'aviation. Aujourd'hui, le problème de l'aviation, c'est pas de est-ce qu'on va supprimer
supprimer. Alors, je ne parle pas de l'aviation régionale, de l'aviation d'une manière générale. Est-ce qu'on va supprimer l'avion? C'est comment est-ce que l'on s'assure de la recherche, qu'on accélère la recherche industrielle pour l'avion à hydrogène? On va pas nous enfermer dans des fonds. Il faut pas se raconter des histoires. Donc, il faut plutôt essayer de favoriser la coopération industrielle. Bien sûr, non, mais je veux dire, il y a alors en fait, oui, la précision, c'est quand même d'une hypocrisie incroyable, ça que je viens de comprendre. En fait, c'est Orly, Nantes, Bordeaux et Lyon, parce que c'est moins de 2h30. Mais en revanche, comme Roissy, c'est plus long, c'est autorisé. Voilà. Donc effectivement, tous les vols pour Nantes, ce qui est complètement ridicule. Aujourd'hui, il n'y a plus de vol Orly-Bordeaux. Il n'existe plus. Non, mais vous faites un Charles de Gaulle-Bordeaux qui va vous rallonger votre temps, qui va rallonger la consommation de carburant. Le temps pour aller à Roissy. Exactement. Et donc, vous continuez à surcharger Roissy, qui est déjà bien surchargé, alors que justement, Orly a été réaménagé pour cela. Eh bien, on abandonne la proximité avec Orly pour pouvoir satisfaire à une règle. Et peut-être aussi lancer un coup de gueule sur ce que la politique de la SNCF, la politique tarifaire et aussi la politique low cost de la SNCF. Parce que finalement, on a transformé les TGV classiques en Ouigo, c'est-à-dire en trains low cost qui sont de véritables bétaillères sans aucun service, à des prix qui ne sont pas du tout low cost et qui sont très importants. Donc finalement, on a une entreprise publique qui est en situation de monopole. Moi, je ne suis pas contre les monopoles, au contraire, mais qui agit comme une entreprise privée uniquement guidée par des super profits qu'elle fait sur le dos de ses salariés et de ses clients. Moi, je trouve qu'il y a un vrai sujet, et là-dessus, moi, je veux bien qu'on arrête les trains Paris-Nantes, Paris-Bordeaux, les avions Paris-Nantes, Paris-Bordeaux, mais à ce moment-là, quelle est la solution de substitution? Et une dernière chose, il y a un voisin en Europe qui s'appelle l'Allemagne, qui est quand même pas connu pour son laxisme financier, qui vient de lancer un abonnement à 49 € par mois pour tous les Allemands pour utiliser de manière illimitée les transports en commun, sauf les grandes lignes, mais y compris les trains interrégionaux. C'est-à-dire qu'en Allemagne aujourd'hui, avec 49 € par mois, vous pouvez circuler sur tous les trains interrégionaux sans payer de billets en plus. Il y a quand même des pays à côté de nous qui sont pas si loin de nous idéologiquement, qui ont fait des choix publics différents et pour le coup harmonisés et concertés. Moi je suis quand même fasciné de voir qu'on arrête ces lignes aériennes sans réfléchir à la politique de mobilité globale et notamment à l'impact sur la SNCF. Ouais, c'est assez délirant. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, on va commenter l'actualité. L'actualité, elle était sur Sud Radio ce matin avec Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, à la question donc de la proposition de loi de Liot, à savoir si elle était inconstitutionnelle ou non, et ce que ferait le Parlement. Hier, elle avait dit qu'elle n'activerait pas l'article 40. Écoutez ce qu'elle disait. Donc moi, ce que je dis, c'est que clairement cette proposition de loi est contraire à l'article 40 de la Constitution, c'est une évidence. Que ce fait ne pouvait pas être constaté lors du dépôt de la proposition de loi. Et donc moi, le bureau de l'Assemblée nationale a laissé le groupe Liot déposer ce texte, mais qu'en revanche maintenant, il appartient au président de la Commission des finances qui est saisi de cette question de l'article 40 de prononcer l'irrecevabilité en ce que, de toute évidence, le texte de loi constitue une charge pour nos finances publiques et donc contrevient à cet article. C'est sa mission et j'espère que, comme moi, il la remplira pleinement. Voilà. Donc Ponce Pilate sort de ce corps. Oui, mais elle dit à un moment, je prendrai mes responsabilités. Oui, donc, autrement dit, selon elle, c'est inconstitutionnel, Nicolas Corato. Mais il faut rappeler à vos auditeurs que, pour faire simple, il y a deux personnages qui ont la capacité d'invoquer l'article 40 à l'Assemblée nationale. C'est effectivement le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, qu'elle vise, et celle qui parle dans le poste, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Si la présidente de l'Assemblée nationale reconnaît publiquement que cet article, que cette loi est inconstitutionnelle, sa responsabilité également, c'est effectivement d'invoquer l'article 40. Oui. Donc c'est quand même très compliqué et c'est d'autant plus surprenant que nous avions lu tous dans certains médias hier que la présidente de l'Assemblée nationale, très courageuse, s'opposait à une grande partie de la Macronie et peut-être même à l'Élysée, qui l'a poussée ou qui faisait pression sur elle pour qu'elle déclenche l'application de l'article 40 et qu'elle souhaitait laisser libre le débat à l'Assemblée nationale et qu'elle pensait effectivement que la meilleure solution, c'était de laisser les députés débattre. Bon, manifestement,
ces pressions se sont peut-être un peu plus intensifiées. Et aujourd'hui, on a des éléments de langage qui se lisent à la virgule ou au point virgule, parce qu'on entend les virgules finalement dans le son que vous nous avez passé. Donc, mais il faut être cohérent. Si elle pense que c'est anticonstitutionnel, elle applique l'article 40. Oui. Est-ce que c'est anticonstitutionnel? Est-ce que ça l'est? Enfin, en fait, c'est le fond de la question. C'est une question tout autant juridique que politique. L'article 40 de la Constitution, faut rappeler que ça vise une loi qui vient grever les finances publiques. Lorsque l'adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Donc, ils sous-entendent que la non-application de la loi sur la réforme des retraites pèserait sur le budget de l'État. C'est un fait, non? Oui, c'est un fait. Il me semble que c'est un fait. Donc, à partir de là, sa responsabilité... c'est un fait. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'en dit l'avocat? L'homme de loi, le juriste. Non, mais là-dessus, on peut effectivement considérer qu'il y aurait une atteinte, en tout cas que l'article 40 pourrait être invoqué. Il y a deux sujets. C'est de dire, nous considérons, là pour le coup, dans la formulation de la réponse, mais Madame Braun-Pivet est aussi avocate comme moi, nous considérons, nous considérons que l'article 40 peut être invoqué. Et donc, par conséquent, on considère que c'est de manière présumée inconstitutionnelle, parce que la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité d'un texte ne peut être invoquée, enfin ne peut être que soutenue ou tranchée que par le Conseil constitutionnel. Voilà. C'est pour cela que parler d'inconstitutionnalité, pardonnez-moi, moi je parlerais plutôt de conforme ou non conforme du point de vue du gouvernement et de la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, ça sent quand même. Je dégaine. Je vais dégainer. Ce sera inconstitutionnel. Mais c'est quoi? C'est de la provoque. Ça sent plus le malaise. J'ai l'impression quand même qu'on a une majorité qui ne sait pas comment traiter politiquement cette séquence, parce que prendre le risque que cette loi soit votée, même si elle est éventuellement anticonstitutionnelle politiquement, ce serait un drame absolu y compris pour le président de la République, et prendre le risque de refuser ou le débat, c'est peut-être relancer un mouvement social, une contestation sociale qui ne s'est d'ailleurs jamais véritablement complètement arrêté. Donc effectivement, on voit bien les tensions qu'il y a et le débat qu'il y a dans la Macronie. Après, il y a un moment où il faut que la ligne soit claire. Soit ils débattent pas. Et s'ils débattent, il faut qu'ils aillent au vote. Je pense que cette majorité n'a pas les moyens de réitérer le sketch du 49.3 dégainé à la dernière minute. C'est cela le vrai sujet. Mais qu'est-ce qui va se passer alors? Écoutez, il faut que politiquement ils prennent leurs responsabilités. C'est eux qui se sont engagés dans cette procédure de réforme de les retraites. Pascal, vous voyez les choses comment? Parce que ça peut être totalement inflammatoire si cet article 40 est dégainé. Comme vient de le dire Nicolas, qui sont effectivement très, très coincés, mais je pense que le rôle de la présidente de l'Assemblée nationale serait de favoriser ce débat à l'Assemblée nationale. On a un Parlement aujourd'hui qui est tellement nié dans son rôle, souvent, et qui n'a pas eu la possibilité de s'exprimer vraiment sur ce débat. Je pense que effectivement, il faut prendre son rôle à elle, en tout cas, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, et de prendre le risque politique que ce débat ait lieu. On a un Parlement nié dans son rôle. Non. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. On a un Parlement dans lequel il y a des débats fréquemment. L'article 49.3 est beaucoup moins utilisé aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque de Michel Rocard, par exemple. Non, mais on l'a vécu tous les deux, Geneviève. Nous sommes d'accord sur... Il est moins utilisé parce qu'on peut moins l'utiliser que le temps de Michel Rocard. On est bien d'accord. Les époques sont différentes. Si c'était pas le cas, il serait tout autant utilisé, voire plus. Mais c'est un outil institutionnel. Voilà, il est normal qu'il soit utilisé. Enfin, cela ne me choque pas du tout. Politique. Après, l'Assemblée nationale, c'est devenu une vaste agora où tout le monde s'insulte. Elle est aussi, les groupes parlementaires sont responsables aussi de ce qu'est devenu l'Assemblée nationale. On ne peut pas mettre ça uniquement à la charge de l'exécutif. Non, là-dessus, je suis d'accord. Il y a une co-responsabilité, effectivement. Et c'est pour ça que un vrai débat où, espérons-le, la NUPES pourrait essayer d'être digne et correcte. Contradictoire avec NUPES, non ? Pas tout à fait. Juste un dernier point sur ce qui est devenu le Parlement. Je pense que c'est pas une question d'insulte, parce que si vous reprenez les débats parlementaires en 36-37, c'était pas avec Léon Blum comme président du Conseil, c'était pas triste.
Et souvenez-vous de la loi sur l'avortement de Simone Veil. En revanche, je pense que la présidentialisation du régime et le fait d'avoir complètement lié l'élection présidentielle et l'élection législative fait qu'en fait le Parlement est simplement, j'ai presque envie de vous dire, si je parlais à l'américaine, c'est l'administration Macron finalement. C'est un même ensemble. Et donc c'est la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas cette dichotomie entre d'un côté le président et puis de l'autre côté qu'il y aura un Parlement. Sauf qu'aujourd'hui vous avez une majorité relative, donc c'est la limite de votre argumentation du moment. Non, malgré tout pas tant que cela, puisque les parlementaires qui représentent, même s'ils étaient minoritaires, mais les parlementaires sont de fait des parlementaires qui viennent avec lui. Je crois qu'on peut dire, sans faire de polémique excessive, qu'Emmanuel Macron n'est pas un président qui a une âme parlementariste. Que ce soit sous son précédent quinquennat ou aujourd'hui, c'est un président qui a beaucoup décidé par ordonnance. Je veux dire, c'est un des présidents qui a le meilleur score par ordonnance. On rappelle, une ordonnance, c'est finalement vous demander à être l'habilitation au Parlement. Le Parlement vous dit voilà le cadre, et dans le cadre, c'est le gouvernement qui écrit. Voilà, c'est une manière de gouverner, de faire la loi qui est très choquante et qui choque énormément de pays autour de nous et qui choque même les sénateurs rive gauche. Le président de la République française n'aime pas le processus parlementaire. Il trouve ça inefficace, lent, soporifique. Il trouve qu'on perd du temps. Voilà, c'est pas bonapartiste, c'est pas efficace, c'est pas pragmatique. Bon, ça s'appelle aussi la politique et ça s'appelle aussi la démocratie, le parlementarisme. Et donc oui, dans nos démocraties, parfois, on perd du temps. Dans nos démocraties, on débat. Parfois, dans nos démocraties, on s'insulte. Et vous le dites parce que ça fait partie aussi de la culture politique. On peut le regretter. Mais dans nos démocraties, le Parlement, il n'est pas élu pour enregistrer les décisions du gouvernement. On va marquer une petite pause. Je voudrais qu'on revienne sur le rapport de la Cour des comptes hier, parce que c'est en lien avec la réforme des retraites, me semble-t-il. On cherche de l'argent, on fait cette réforme des retraites pour trouver de l'argent. Visiblement, de l'argent, il y en a, mal utilisé. On l'a un petit peu évoqué en début d'émission, mais sur la fraude en particulier, c'est ce qu'on découvre dans ce énième, j'ai envie de dire, rapport de la Cour des comptes, qui est assez peu suivi des faits, je trouve, des choses qui sont quand même tout à fait étonnantes et inacceptable. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bon, on n'aura pas le temps de traiter tous les sujets, mais tout de même ce rapport de la Cour des comptes qui interpelle 6 milliards d'euros d'erreurs comptables. La Cour des comptes épingle une partie de la gestion de la sécurité sociale, avec des chiffres qui ne sont pas disponibles, avec l'impossibilité de compter. Le montant des erreurs de la caisse d'allocation familiale est assez important, avec des erreurs d'attribution, avec des doublons, avec des manques de contrôle. Et vous posiez la question pendant la pub, Jean-Claude Beaujean, et on fait quoi une fois que ce rapport sort, on fait quoi pour rassurer quand même nos auditeurs, c'est que nous avons l'une des moins mauvaises administrations. Donc on ne peut pas dire complètement notre administration est complètement fichue, etc. Qu'il y ait des dysfonctionnements sont des choses qui sont normales dans un système. En revanche, ce qui est grave, c'est d'année en année, on le voit sur les rapports, c'est quand on voit qu'il y a un dysfonctionnement, c'est qu'est-ce qu'on fait rapidement pour pouvoir corriger ces dysfonctionnements. Quand effectivement vous me dites qu'il y a X personnes, 2 millions de... 2,5 millions de personnes qui vivent à l'étranger, qui bénéficient de prestations alors qu'elles n'y ont pas droit. Bon, alors qu'elles n'y ont pas droit. Donc si elles n'y ont pas droit, que faisons-nous pour arrêter cela tout de suite? Une fraude, nous avons une obligation, et c'est là où les pouvoirs publics, nos fonctionnaires qui sont, là encore, on a une administration bien formée, on a un réseau diplomatique, nous devrions pouvoir mettre fin à ces dysfonctionnements très rapidement, parce que c'est d'autant plus insupportable, et on le dit très facilement, que nous sommes ceux qui payons directement, pour le coup. C'est nous qui payons tout ça. Il ne faut pas se faire des illusions, c'est nous qui payons ça. Et donc travailler pour pouvoir payer des fraudes et des fraudeurs, c'est inacceptable psychologiquement. Et il y a parce qu'on parle du RSA, mais il y a aussi les infirmiers, les médecins généralistes, les kinés qui codifient des actes qu'ils n'ont pas faits.
faits qui ne sont pas... Fraude, je vais vous dire, toute fraude est inacceptable, et d'autant plus inacceptable que tout à l'heure on disait, dans le même temps, il faut avoir des priorités budgétaires pour mettre cet argent. C'est pas tellement pour dire on veut payer moins d'impôts, mais c'est pour dire que l'argent que nous payons, il faut pouvoir justement correctement l'utiliser et ne pas venir se dire c'est dramatique parce qu'une politique psychiatrique ou l'école ou autre chose... En gros, on remplit une baignoire qui fuit. C'est quand même un peu ça avec les impôts. Oui. Je sais pas qui veut, Peut-être Nicolas. que c'est vrai qu'en France on déteste la fraude. On a culturellement et souvent on part de la fraude pour créer des lois. Vous savez, on part de l'exception. Avant de créer un droit, on se demande comment on pourrait le frauder et comment éviter la fraude. Bon, c'est un processus très latin dont on a hérité et qu'on sait très bien cultiver dans le droit français. Mais la Cour des comptes ne vise pas que ça, elle vise aussi l'inefficience de certaines administrations dans la manière dont elles attribuent certaines aides ou dont elles ne distribuent pas certaines aides. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce rapport, c'est toute la partie sur le non-recours. Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre partie, où on découvre, c'est pas nouveau, mais c'est confirmé par la Cour des comptes, qu'un tiers des bénéficiaires du RSA ne le demandent pas. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un tiers, ça fait 1 milliard d'euros par an, qui est budgété au RSA, qui n'est pas employé, parce que les personnes qui pourraient être en capacité de le demander ne le demandent pas, le plus souvent parce qu'elles n'ont pas les moyens de le demander, c'est qu'elles sont tellement éloignées dans la précarité, y compris des administrations, qu'elles ne peuvent même pas acquérir le droit qu'on leur a donné de par la loi et de par le budget qui a été voté par le Parlement. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui me choque presque autant, voire plus, que la fraude qui est inhérente et sur laquelle, moi, je suis d'accord, on a une administration, franchement, la lutte contre la fraude, on a des fonctionnaires qui savent faire ça, donc on verra. Mais ce non-recours systématique, où on voit effectivement des aides sociales qui ne sont pas utilisées, ça pose une grave question. Que font ces gens? J'ai envie de vous dire, c'est pas le sujet. Enfin, si, c'est le sujet. Parce que quand vous budgétez 1 milliard... mais c'est un autre sujet. Non, Valérie, parce que quand vous budgétez 1 milliard d'euros pour le RSA par an, et que ce milliard d'euros n'est pas employé, on aurait pu le mettre ailleurs, à la limite, soyons complètement cyniques. Mais ça veut dire aussi que votre politique publique, elle fonctionne pas. Ça veut dire que vous avez des pauvres en France qui ne touchent pas les aides auxquelles ils ont droit. C'est encore plus scandaleux que la fraude d'une certaine manière, parce que ça, c'est une responsabilité collective. Contrairement à ce que vous dites, Valérie, c'est le même sujet. Pourquoi c'est le même sujet? Parce qu'en fait, pourquoi la fraude peut se développer comme ça? Alors rappelons que c'est quand même 10 fois moins que la fraude fiscale, la fraude au RSA, au passage, c'est quand même important de le dire. Mais pourquoi elle peut se développer comme ça? C'est aussi parce que, pour bien connaître malheureusement pour elle plusieurs personnes qui sont bénéficiaires aujourd'hui du RSA, je suis témoin régulièrement de leur démarche, et je suis témoin du fait qu'elles sont confrontées à des personnes qui, dans l'administration, ne connaissent pas elles-mêmes une réglementation qui ne cesse de varier, ou qui est une sorte de sandwich infiniment indigeste, mais dans lequel on remet des strates en permanence. C'est-à-dire que ces fonctionnaires ne savent même pas en réalité aujourd'hui de quelles aides vous pouvez bénéficier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une nouvelle réglementation qui est sortie un mois avant, etc. Et que donc on peut pas lutter contre la fraude, et on peut pas non plus attribuer aux bonnes personnes les bonnes aides quand on a une réglementation qui n'est pas stable, et que même les fonctionnaires ne connaissent pas. Et donc effectivement, il y a des gens qui abusent du système, et il y a des gens qui ne peuvent même pas en bénéficier alors qu'ils en auraient besoin tous les jours. Là, on parle des dysfonctionnements. Ça fait partie des dysfonctionnements. C'est les dysfonctionnements. Mais aujourd'hui, on parle de contrôles qui sont totalement insuffisants. On parle de ça aussi. On parle aussi de méconnaissance globale d'un système qui fonctionne en une sorte de circuit fermé. Circuit fermé, oui, enfin de spirale inflationniste, de règlement. Oui, avec une bureaucratisation, mais ça c'est un autre sujet, la bureaucratie de notre administration. Mais pour revenir à la fraude, vous voyez, pour revenir à la fraude, c'est vrai qu'il y a aussi une question de culture, parce qu'en toute franchise, en tant qu'avocat, j'ai l'impression que nos concitoyens ne se rendent pas nécessairement compte que finalement la loi est faite pour être respectée. Point. Et vous aurez toujours beaucoup de gens pour vous expliquer, mais telle chose. Il y a toujours un mais. Et quand on dit la loi est faite pour être respectée, c'est une appréhension qui est compliquée dans notre cerveau d'Européens, de Français, de Latins. Et c'est peut-être à partir de cela qu'il faut revenir. Et les gens ne se rendent pas forcément. Qu'il y a une exception européenne dans la loi de être respectée. J'ai l'impression que dans d'autres régions du monde, la question peut se poser de manière encore plus. Oui, vous avez raison. Mais ce que je vais vous dire, attendez, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai le sentiment que dans d'autres pays, la fraude est tout aussi importante, mais c'est une fois que vous êtes pris, vous êtes sanctionné violemment.
Nous, on a un rapport à la règle qui est un rapport, on veut beaucoup de règles, et en même temps, on se dit toujours, mais c'est pas très... Non mais, on va se le dire aussi. Mais sur la fraude, la fraude, moi ce que je mets en cause, c'est quand même l'administration. Vous voyez, Véronique est une auditrice fidèle, elle nous dit, ma belle-fille travaille à la CAF, les logiciels ne sont pas assez performants, mais ils ne veulent pas les changer, faute de budget. Et ce qu'il y a dans le rapport de la Cour des comptes, qui moi me choque profondément, c'est que à un moment, il y a, malgré sa demande, la Cour n'a cependant pas été destinataire des données par âge des porteurs de cartes vitales en cours de validité, tout régime d'assurance maladie, qui permettrait d'apprécier la cohérence du nombre de cartes. C'est ça qui est, en cause. Mais vous avez raison, Valérie. Il y a dans ce rapport toute une partie très intéressante sur la numérisation de tous ces services d'aide sociaux. Manifestement, vous aviez raison, Paul. On a une administration, Jean-Claude, pardon. On a une administration qui est plutôt très performante, très bien formée, très éduquée. Elle a raté, cette administration, dans les années 90, le virage de la numérisation et du numérique. Et depuis 20 ans, nos administrations courent désespérément après la numérisation. Alors il y a des choses qui se passent très bien, France Connect, des services publics, et il y a des choses qui se passent pas du tout bien. La CAF, ça fonctionne pas. Pôle emploi, ça fonctionne pas. On va le dire, hein, les services publics de la justice numérique, ça ne fonctionne pas. Vous voulez que je vous dise que j'attends un cabis depuis 3 semaines pour un client? Le portail unique pour les entreprises, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et on sait que dans cet état fonctionnalisé, administratif, très centralisé français, on a multiplié des investissements à plusieurs centaines de millions d'euros pour numériser des services publics et des services d'aide sociale. Et on n'arrive pas, finalement, à aboutir à ces projets. Il y a un vrai problème de gestion des projets numériques dans le gouvernement qui ensuite découle sur ces problèmes-là. Effectivement, comment vous compilez des chiffres, comment vous vérifiez l'attribution et comment vous donnez des outils aux fonctionnaires pour contrôler et éventuellement sanctionner les fraudeurs. Tout en respectant les règles de la CNIL, etc. Vous voyez, il y a aussi tout cela. Mais ce que dit Jean-Claude aussi, ce que disait Jean-Claude tout à l'heure est très très important. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il va advenir de ce rapport de la Cour des comptes? Quelles sanctions seront prises? Quels responsables seront limogés éventuellement parce que le boulot n'est pas fait? Mais à la limite, on ne demande même pas qu'ils soient limogés. Ce que nous demandons, non, mais on a bien compris, c'est pour dire, je crois qu'à un moment donné, il faut se dire, lorsque ça ne fonctionne pas, vous savez, quand vous êtes dans une entreprise privée ou même au sein de votre famille, lorsque vous dépensez de l'argent, vous avez un budget sur un poste lambda et que vous dites, mais je comprends pas, je dépense cet argent et j'ai pas de retour sur ce qui est attendu, vous faites quoi? Vous dites, je prends une décision. Vous ne pouvez pas continuer à payer inlassablement. Mais c'est cela qu'on demande. Au moins, arrêtons. Les rapports de la Cour des comptes se succèdent. Tous les ans, on a depuis des années. Sur la fraude. C'est pas une nouveauté quand même. Là, on semble le découvrir cette année, mais tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, on s'indigne. Et en fait, aucune conséquence n'est jamais tirée. Donc, on peut continuer à en parler, c'est bien qu'on en parle. Non, mais ça serait peut-être bien qu'effectivement le premier président de la Cour des comptes aille devant le peuple français, parce qu'au fond, on a le sentiment que s'il n'y a pas l'opinion publique qui met un peu de pression, eh bien, il ne se passe rien. Vous avez raison. Et peut-être on peut préciser à vos auditeurs que la Cour des comptes, c'est pas seulement un organisme qui publie une fois par an un rapport, c'est aussi une juridiction. Non, bien sûr. Ce sont des juges. Oui, mais il n'y a pas de sanction. On peut dire aussi à ceux qui émettent le rapport que d'une certaine manière, ils ont une forme de responsabilité. Ils peuvent instruire des enquêtes sur le dysfonctionnement dans les administrations. Ils peuvent sanctionner des fonctionnaires, pas uniquement sur l'idée de la corruption, mais y compris sur les dysfonctionnements. Peut-être que c'est aussi la question qu'on pourrait poser au premier président de la Cour des comptes. Oui, absolument. C'est ce qui se passerait dans le privé. Juste un mot pour vous signaler la lettre écrite par le frère et la sœur de Samuel Paty, très émouvante, que je vous encourage à écouter sur les réseaux sociaux. Elle dit cette phrase très forte: on ne met pas un oui mais après le mot décapitation en France, on met un point. Et c'est une lettre extrêmement émouvante et très forte sur ce qui s'est passé. Et n'oublions pas Samuel Paty. Voilà, je voulais vous le signaler. Allez écouter cette voix ferme et affirmée de la sœur de Samuel Paty. Voilà, c'est pour conclure cette émission. Merci à tous les quatre. Merci. Dans un instant, on va parler d'Elon Musk avec un document qui sera diffusé ce soir dans le cadre de compléments d'enquête. Le journaliste a fait un boulot remarquable, est allé interviewer son père. On va vous en parler dans un instant. À tout de suite.